L'allocution d'ouverture donnée par Monsieur le Président de l'OVF One Voice Foundation, Monsieur Antoine Kalayjian. À vous la tribune. Excellences, Mesdames et Messieurs, puisque nous nous réunissons sous le signe de la francophonie, faisons-lui signe. Nul besoin de rappeler ses valeurs fondatrices, sa dynamique de brassage des cultures dans le creuset de cette langue que nous partageons et qui nous réunit autour des grands et perpétuels idéaux, de peur de répéter ce que toutes les manifestations culturelles du mois de mars comme mois de la francophonie n'aura pas et n'a pas manqué de faire. Mais qu'il nous soit permis de faire signifier ce signe en élevant la voix de la Fondation One Voice, au nom de laquelle j'ai l'insigne honneur et le très grand plaisir de me joindre à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République d'Arménie, pour vous souhaiter la bienvenue. Et un premier ahlan wa sahlan informel et du cœur, Bira' el-Liqa, notre ministre de la Culture, son Excellence Monsieur Mohamed Wissam El-Mourtada, qui a eu la gracieuse amabilité d'honorer de sa présence en personne cette rencontre avec laquelle prend fin le défilé événementiel du mois de la francophonie au Liban. Ahlan wa sahlan ma'alik. Selon nous, comme One Voice Foundation, la présence à la fois réelle et symbolique, matérielle et spirituelle de la francophonie se concrétise dans cette rencontre, ainsi que dans ses perspectives. La République d'Arménie, riche d'une histoire 3 fois millénaire et d'une langue et qui a cimenté les liens entre les membres d'une diaspora à laquelle il faudra consacrer beaucoup d'études, d'une part, et d'autre part, la République libanaise, ce rocher au cœur battant de désir d'émancipation, ce rocher mémoire héritier de longs siècles, de où les temps se sont alternés entre riches heures et malheurs. Ce Liban modernisateur, avec l'Égypte de la langue arabe, contribuant par là même à la promotion de la Nahda, la Renaissance, ces deux pays ont choisi de mettre en exergue aujourd'hui l'une des dimensions majeures de leur affinité culturelle, la langue française, vecteur commun de communication, de culture et de haut débat. Ces enfants du Liban et de l'Arménie que la France a accueillis sur son sol ou qu'elle a désignés comme passeurs de culture, en respectant dès le départ la leur propre, celle de leur langue de la mer, partagent avec nous en cette matinée, dans la richesse d'horizon de leur identité plurielle, leur science est l'un des soucis majeurs de leur prise de conscience du monde actuel, doublé de leur conscience morale, la question des minorités d'Orient. Il ne m'appartient pas de m'y attacher, puisqu'orateurs, intervenants, modérateurs et publics sont là pour en débattre. Et je ne les ferai attendre que pour vous dire rapidement qui nous sommes. One Voice Foundation, fondée en novembre 2018, a pour but de rassembler dans un seul cadre le plus large potentiel de ressources humaines et matérielles possibles en Orient et dans les pays de la diaspora, dans le but de créer un espace de rencontre et de communication entre les composantes d'Orient et leur fournir une tribune médiatique, de traiter les questions fondamentales qui les concernent en mettant notamment l'accent sur les facteurs positifs qui les rassemblent et exposer les défis que les peuples rencontrent dans leur société et dans leur entourage, tant à l'Orient que dans les pays d'émigration. Faire face à ces défis qui menacent leur existence et leur avenir et chercher à leur trouver des remèdes adéquats. Promouvoir le dialogue islamo-chrétien en se basant sur les valeurs communes dans un esprit de partenariat, et ce, en vue d'une société humaine basée sur les valeurs d'amour et de justice, sur les valeurs primordiales
qui sont la liberté individuelle, la liberté de culte, l'égalité devant les lois et l'égalité des chances, constituent la pierre angulaire de la reconstruction. Le lexique peut être divers, mais ce qui est unique et incontournable, c'est la nécessité de l'environnement propice à la faveur d'un bien-être socio-économique, condition première et combien nécessaire pour que nous puissions sereinement faire face aux défis de l'avenir et du devenir. La One Voice Foundation se veut vecteur de rencontre. En cette matinée, ces vœux sont comblés, et par votre présence béroutine et parisienne à la fois, et par l'intérêt que vous donnez à ce thème de réflexion. Nous vous resterons fidèles. Merci. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République d'Arménie, Monsieur Vahagn Ataberian, à vous la tribune. Monsieur le ministre, chers invités, chers tous, cher Tigran, cher Antoine, je voudrais avant tout remercier Monsieur le ministre de la Culture pour l'attention toute particulière qui a été prêtée à la francophonie cette année, ainsi que pour sa contribution et son attachement à l'amitié entre l'Arménie et le Liban. À vous seul, Monsieur le ministre, vous symbolisez cet attachement et c'est le jour de vous en remercier cordialement. Le témoignage de cet attachement est aussi le patronage que vous avez généreusement souhaité donner à cette manifestation de la francophonie intitulée « Les minorités d'Orient, les oubliés de l'histoire ». Mes remerciements vont également à One Voice Foundation qui n'a qu'un seul défaut, c'est son nom trop français, je dirais, et à tous ses membres, à tous les intervenants, tous ceux qui sont présents. Quand on parle des minorités, il y a un mot souvent qui vient à l'esprit, le mot majorité. Et pour avoir lu l'ouvrage de Tigran Yegavian, j'ai très rarement rencontré ce mot majorité et c'est naturel. Comme on est dans les milieux diplomatiques, académiques et non diplomatiques, je dirais ce que j'ai en tête. Le combat des minorités, ce n'est surtout pas un combat où seraient impliquées les majorités des pays respectifs, parce que dans la plupart des cas, les majorités de ces pays ont une attitude ouverte et favorable aux minorités. Parfois, les raisons des difficultés des minorités, ce sont les difficultés elles-mêmes. Mais surtout, s'il y a une source de menace pour ces minorités et pour leur civilisation ancienne, ce serait l'indifférence. L'indifférence généralisée à l'égard des destins de ces minorités d'Orient, hélas trop souvent menacées. Une indifférence conjuguée et nourrie parfois par des justifications ou considérations éphémères, géopolitiques ou encore théopolitiques. Et je suis ravi de vous voir dans cette salle pour débattre le destin de ces minorités. Et je pense que là, le Liban et l'Arménie ont leur mot à dire, de par la composition de leur population même. Ce sont deux États qui pourraient élever leur voix, notamment dans les instances internationales, pour parler des droits et de la nécessité de protection de ces minorités. Je vous souhaite à tous une excellente continuation et je vous remercie de votre attention. Son Excellence, Monsieur le ministre de la Culture, Monsieur Mohamed Wissam Mortada, à vous la tribune. سعادة السفير، الحضور الكرام، ما كان يمكن لبقعة في وسط الأرض حيث تلتقي دروب الشرق والغرب إلا أن تكون موطنا لشعوب تتوالد وأعراق تتمازج
وأديان تتعايش خصاما وسلاما. وما كان يمكن لهذه البقعة إلا أن تكون أيضا مختبرا حيا لتفاعل تاريخي ما زال مستمرا إلى اليوم، وقد أفضى في تعاقب هدوئه وغليانه إلى نمو الحضارة عصرا بعد عصر. ورب قوم من هذه البقعة هم الآن في العد قلة، كانوا بالأمس الكثرة الكاثرة، ذاك مرده إلى تقلبات متعددة العناوين من اقتصادية واجتماعية وإيمانية وسياسية وعسكرية وسوى ذلك من أوصاف، حتى ليكون الحق كل الحق أن نستعيد قول القائل: ليس أحد منا ضيفا عند أحد، كلنا ضيوف الله على أرض الله. لكن الإشكالية المركزية في العلاقات المشرقية البينية تكمن في معضلة كتابة التاريخ وقراءته. فمن الطبيعي أن يكون لكل جماعة تاريخها الخاص الذي قد يتنافر مع ذاك الذي لجماعة أخرى حتى التصادم الدموي. لكن المؤرخين بشكل عام دأبوا على اعتماد أسلوبين في التدوين التاريخي، فإما التسويق لرواية الغالب أو ابتداع تاريخ وسط لا يروي الحوادث بقدر ما يسعى إلى تجميلها، مثل ما صاير عنا. في الأسلوب الأول يخضعون الحقيقة لسيادة الماضي، وفي الثاني يخضعونها للحرص على الحاضر والخوف من المستقبل. ولقد عرفنا هذه المعضلة بحذافيرها في مسألة كتابة التاريخ اللبناني الذي تقرأه جماعاتنا على صور مختلفة. من هنا ينبغي لنا أن نتعرف أكثر إلى الروايات التاريخية الخاصة بالمكونات الشرقية، أعراقا كانت أم أديانا ومذاهب. هنا يكمن التاريخ الحقيقي الذي يحكي الآلام والآمال على حد سواء بألسنة من عاشوها، وهذا يشكل التحدي الأكبر الذي به نكتشف بعضنا بعضا ونكشف على جراح التاريخ لتضميدها. والكتاب الذي سيناقش اليوم يندرج تحت هذا العنوان. وعلى ذكر الجراح، تزدحم الذاكرة الوطنية بما تعرض له الشعب الأرمني في مطلع القرن العشرين من مآس لا تزال آثارها عميقة في الوجدان العام. ويشهد الجميع لهذا الشعب كيف استطاع أن يجعل من الموت سبيلا للحياة الكريمة، عندما تحولت قلة ناجية إلى قوة فاعلة في الاقتصاد والفنون والعلوم وفي السياسة والثقافة، مع احتفاظ كامل بالسمات المعرفية التي تميز هؤلاء الناجين، واندماج كامل بالأوطان التي نزلوها. ألا إن تاريخا كهذا جدير بأن يكتب ويقرأ ويقتضى به. أيها الأحباء، ليس بيننا كثير وقليل، كلنا واحد في المواطنة هموما ورجاء، وتاريخ كل منا ينبغي له أن يكون في المحصلة تاريخ الجميع، فهكذا تبنى الأوطان وترقى المجتمعات. أنا بحب انتهز المناسبة لأقول أنا كلبناني أفتخر بإخوة الأرمن اللبنانيين، أفتخر بهم حقا، وافتخاري ومحبتي وتقديري أنا وكل لبناني صادق وواع ليس نتاجا لمزاجية أو شخصانية، وإنما انطلاقا من موضوعية مفادها الآتي: أولا، الأرمن مظلومون، ونحن مأمورون بإيماننا أن ننبذ الظلم وننتصر للمظلوم أقله بقلوبنا. ثانيا، الأرمن مبدعون، حولوا عبر تاريخهم المريرة الأزمة إلى نعمة، فكانوا المثال والنموذج على مستوى تجاوز النكبات والنهوض، لا بأنفسهم فقط بل بالمجتمع كله الذين حلوا فيه، والنمو والازدهار لا لأجلهم فقط بل لأجل كل محيطهم. الأرمن منفتحون، لم تنعكس النكبات التي حلت بهم انغلاقا أو تقوقعا أو تعصبا،
حافظوا على لغتهم نعم، على موروثهم نعم، لكنهم مارسوا مع محيطهم الذين حلوا فيه كل تعاون وتفاعل إيجابي وتحابب. الأرمن بنوا لم يهدموا، وقد يكونون من قلة قليلة في لبنان لم تنخرط كجماعة في مشاريع الشرذمة والتهجير والانعزال والخطف والذبح على الهوية. الأرمن أوفياء لهذا الوطن، لم يرتهنوا في أي وقت من الأوقات للخارج. الأرمن قدموا للبلد الكثير ووضعوا فيه كل طاقاتهم الإبداعية، ويكفيهم فخراً أن أيديهم النظيفة من الدماء نظيفة أيضاً من نهب المال العام ومن أموال المودعين. وفقكم الله ونهاركم سعيد. Le rôle du nombre d'individus appartenant à un groupe tribal, confessionnel ou ethnique s'avère être l'élément déterminant dans les actes, les réactions et le comportement des masses au cours des événements en Orient. Tenant compte de ce constat, les deux expressions minorité d'Orient et oublié de l'histoire incarnent l'esprit de ségrégation qui porte atteinte à la dignité de la personne libre, aux valeurs humaines et à la citoyenneté. Si la dictature du nombre s'efforce pour effacer le rôle qualitatif de ce qu'on appelle les minorités de l'histoire de l'Orient, berceau des civilisations, la géographie, leurs traces restent par leur éloquence le meilleur support aux diasporas qui refusent de vivre un déracinement total et cherchent à rétablir un système démocratique qui met en valeur les couleurs enrichissantes de la mosaïque orientale, reliée par la colle solide et stable de la citoyenneté. Monsieur Tigran Yegavian, il est polyglotte comme tout Arménien éduqué. Il possède 5 langues d'habitude et il a complété son hexagone par une 6e, le portugais. Il est diplômé de Sciences Po, Paris, journaliste arabisant, professeur d'université à Paris, à l'USJ, au Yémen, à Damas, chercheur au Centre français de recherche sur le renseignement, membre du comité de rédaction de plusieurs revues, Le Monde, Diplomatique, L'Orient le Jour et plusieurs autres, auteur de plusieurs ouvrages spécialisés en géopolitique, participe à plusieurs publications, conférencier à France 24, France Culture, OTV et autres. Son intervention sera axée sur les thèmes suivants. Quelle est la photographie de la situation des chrétiens et les minorités d'Orient en 2022? Deuxième axe, en quoi les diasporas sont appelées un jour à jouer un rôle de plus en plus stratégique. Arménie, Liban, OIF, comment envisager un partenariat porteur de sens? Monsieur Tigran Yegavian, à vous la parole. Merci infiniment. Par rapport à la nécessité à la haute diaspora chrétienne d'Orient d'avoir un agenda politique, culturel, spirituel, à la fois vis-à-vis d'elle-même et aussi vis-à-vis des communautés chrétiennes d'Orient, il faut bien prendre en considération et tenir compte que la présence des minorités d'Orient constitue le baromètre par excellence de la démocratisation, de la bonne santé des sociétés, des pays concernés par cette présence. Nous allons en parler sûrement, enfin, en tout cas c'est un lieu commun de le rappeler, mais effectivement, un Liban sans la mixité ne serait plus le Liban pays message. De même pour la Syrie, terre des religions célestes. Donc,
il faut s'intéresser et suivre de près le travail qui est réalisé par des communautés assyro-chaldéennes, des communautés arméniennes et aussi en moindre mesure des communautés coptes dans l'élaboration d'un travail de lobbying pour permettre justement à ce que la justice sociale, la justice puisse régner donc dans ces sociétés d'origine. Le deuxième point de mon intervention, pour moi, est fondamental et il touche vraiment au cœur de notre réunion aujourd'hui. C'est le rôle que peuvent avoir deux États qui comptent infiniment à mon cœur, l'Arménie et le Liban, dans le cadre de la protection des minorités d'Orient. Donc nous avons dans le monde deux États souverains en mesure de porter ce message et aussi ce témoignage, le Liban et l'Arménie. Alors ils ont beaucoup de points communs. Le Liban et l'Arménie, bien sûr, sont liés par le passé, par des liens civilisationnels, culturels, économiques, spirituels très étroits. Je ne reviendrai pas sur l'histoire des Arméniens du Liban, mais comme nous sommes dans un cadre francophone, il faut quand même saluer que et l'Arménie et le Liban sont des membres enthousiastes de l'Organisation internationale de la francophonie. La communauté arménienne du Liban jouit d'un respect, d'une exemplarité qui est saluée et qui est reconnue, notamment depuis la guerre du Liban, où ce qu'on appelle la neutralité positive des Arméniens du Liban n'était pas forcément perçue comme un repli identitaire ou confessionnel, mais aussi comme une façon de lutter pour garder, pour défendre l'unité libanaise. En toutes circonstances, défendre l'unité du Liban et la concorde. Donc, les Arméniens du Liban aussi constituent ce pont entre Beyrouth et Yerevan, puisqu'ils ont permis depuis 10, 15, 20 ans de libaniser l'Arménie, d'apporter en Arménie le savoir-faire libanais, l'artisanat, la culture de travail et les talents libanais au service de la créativité artistique, mais aussi de l'entrepreneuriat. Donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous parler de ce potentiel inexploité de la relation arméno-libanaise. La coopération arméno-libanaise pour la défense d'un écosystème menacé en Orient, un écosystème civilisationnel, les vieilles civilisations syriaques, menacées d'un nettoyage ethnique par l'interventionnisme turc en Syrie et aussi en Irak, en Syrie du Nord et en Irak du Nord, est absolument fondamentale. La coopération arméno-libanaise doit tenir compte de l'impératif de prendre conscience que défendre cet écosystème menacé doit se faire à travers l'élaboration d'un message, d'un témoignage et d'un agenda inclusif, un message d'ouverture vers l'autre, un message de défense de la citoyenneté et non de la protection d'une minorité au nom de sa confession. Il s'agit de défendre ces minorités au nom de la défense de la dignité humaine et de la défense des valeurs qui font que la francophonie est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un espace de rencontre, un espace de tolérance et d'ouverture vers l'autre, un espace de vivre ensemble qui est l'incarnation de ce que la francophonie a de mieux à donner au monde, c'est-à-dire l'exception culturelle. Nous sommes une somme d'individualités, certes, mais nous répondons à la globalisation malheureuse par l'exception culturelle. L'exception culturelle qui défend justement les chrétiens, les yézidis, les druzes, les alaouites, tout ça, non pas en tant que minorité, mais je dirais en tant que nuance. Donc c'est un message absolument fondamental qu'il faut relayer. Donc, plus concrètement, cette coopération arméno-libanaise doit se matérialiser à travers un partenariat d'abord scientifique. Parce que vous avez au Liban et en Arménie une communauté de chercheurs, des institutions académiques qui travaillent depuis de longues années sur justement le patrimoine de ces civilisations. Vous avez en Arménie l'Institut des manuscrits anciens, le Madenataran, vous avez l'Institut d'études orientales rattaché à l'Académie des sciences et aussi la Faculté des études orientales de l'Université d'État d'Erevan, qui sont tous des institutions avec une communauté de chercheurs qui ne demandent qu'à connaître mieux les réalités contemporaines des sociétés d'Orient, car on constate que malheureusement, le logiciel est un petit peu obsolète, il demande qu'à être modernisé. Au Liban, vous avez bien entendu des institutions, je ne vais pas toutes les énumérer, l'Université Saint-Joseph, les ONG qui sont attachées à ces problématiques, mais je voudrais quand même souligner le rôle fondamental que peut jouer le Catholicosat de la Grande Maison de Cilicie, champion du dialogue interreligieux, du dialogue interœcuménique, et je dirais même gardien de la mémoire d'une Arménie qui n'existe plus, l'Arménie cilicienne, l'Arménie occidentale. Et ce n'est pas une coïncidence si le Catholicos, sa sainteté Abraham Ier, a décrété 2022 l'année de la diaspora. Donc, nous devons considérer la coopération arméno-libanaise à travers un triangle qui relie Yerevan, Beyrouth
Paris, l'Organisation internationale de la francophonie, en partenariat avec des ONG françaises et francophones, comme l'Œuvre d'Orient, comme l'Institut Mésopotamia et d'autres ONG qui sont habitées par cette mission de recueillir, recenser, conserver, fructifier ce patrimoine mondial, matériel et immatériel. Nous n'avons pas assez conscience, mais il y a effectivement un potentiel absolument fabuleux. Je reviens donc sur l'impératif de nouer des partenariats dans une perspective triangulaire, toujours dans le cadre de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est ce que les Arméniens et les Libanais ont de mieux, je dirais, à donner comme message d'espérance aujourd'hui. Revenons aussi rapidement sur le rôle des intellectuels, des chercheurs, des journalistes, de la société civile démocratique francophone qui est, on va dire, intéressée, qui s'inquiète sur ce sujet. L'idée est de créer des liens, des synergies autour de l'élaboration d'une vision commune. Et pour terminer mon propos, je ne peux que saluer la démarche, le travail du professeur Antoine Fleifel, créateur de l'Institut chrétien d'Orient depuis 2 ans à Paris, qui s'inscrit effectivement dans l'élaboration de ce nouveau paradigme diasporique, de ce nouveau logiciel au service de la connaissance des civilisations chrétiennes orientales, de leur passé et de leur présent. Il s'agit de défendre l'idée que nous ne pouvons pas nous contenter de la muséification, de l'exaltation d'un patrimoine de pierres qui ne sont pas vivantes, de pierres qui sont enterrées. L'idée est bien entendu de défendre la mémoire des morts, mais aussi défendre les vivants. Et pour le faire, rien de mieux que de mobiliser des connaissances dans différentes disciplines, car sans connaissance, il n'y a pas de réflexion, et sans réflexion, il n'y a pas de vision, de travail pour se projeter. Voilà, je vous remercie infiniment de votre attention et je cède la parole à M. Najouan. On vous remercie infiniment, M. Yagavian. Nous passons à M. le professeur Antoine Fleifel, directeur de l'Institut des chrétiens d'Orient, docteur en philosophie Paris 1 et en théologie Strasbourg, professeur de l'université en France et au Liban et à l'IREM du Moyen-Orient. Il est responsable de la collection Pensées religieuses et philosophiques arabes, rédacteur en chef de la revue Perspectives et Réflexions. Son intervention sera axée sur les trois points suivants: le nouveau paradigme de la présence des chrétiens en Orient, la théologie contextuelle, l'Institut des chrétiens d'Orient à Paris comme projet diasporique. Monsieur Fleifel, professeur Fleifel, à vous la parole. Merci beaucoup. Je suis très honoré et heureux d'être parmi vous. L'Arménie occupe dans mon cœur et dans ma vie une place d'élection, que ce soit à travers les amis qui sont des frères pour moi que j'ai connus depuis mon enfance au Liban, à Ashrafi et à Beyrouth, ou les amis que je connais à Paris et avec qui je travaille régulièrement, dont Tigran, mais que ce soit aussi à travers mes activités, mes conférences, mes écrits, mon activité éditoriale, où l'Arménie et les Arméniens occupent une place par excellence. C'est dans le cadre de la réflexion du livre de Tigran, Minorité d'Orient, que je pose la question de l'avenir des chrétiens d'Orient. Une question de l'avenir que tout le monde se pose aujourd'hui, en se demandant comment les choses évolueront. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé mon intervention « Le chantier de l'avenir ». Certes, je ne pourrai pas en moins de 20 minutes vous parler du chantier de l'avenir des chrétiens d'Orient, d'autant plus que c'est un chantier qui est fort complexe. Néanmoins, je voudrais évoquer dans mon intervention 3 volets qui permettent d'avoir une idée de certains éléments nécessaires pour construire un avenir. Mais avant de rentrer dans les détails de mon intervention, je voudrais saluer Monsieur le ministre, je voudrais saluer Monsieur l'ambassadeur qui me fait l'honneur de cette invitation,
Et je voudrais saluer mes amis qui ont collaboré pour que cette rencontre se fasse. Mon ami Antoine Kalaïdjian, Madame Mireille Kanamirian, que j'ai eu le bonheur et la joie de rencontrer virtuellement, et aussi mon ami et collègue Paul Jalouane. Donc se poser la question du chantier de l'avenir est une question fondamentale quand on réfléchit à la question des chrétiens d'Orient, et je voudrais évoquer 3 volets. Le premier volet est un volet géopolitique, et je suis très touché, Tigran, que tu reprennes cette discussion que nous avions eue, cette discussion des 3 paradigmes. L'outil géopolitique, et Tigran le montre très bien dans son ouvrage, puisqu'il évoque la nécessité d'avoir entre ses mains une géopolitique critique pour lire les événements. Donc l'outil géopolitique est nécessaire pour analyser la présence des chrétiens d'Orient et leur avenir. Sans cela, nous tombons dans des discours fantasmagoriques, passéistes, muséologiques, idéologiques, populistes, victimaires, et c'est tout ce que nous ne voulons pas. De prime abord, je voudrais juste clarifier une chose. Je parle des chrétiens d'Orient pour une raison très simple. C'est que les chrétiens d'Orient, donc je dis chrétiens d'Orient et pas chrétiens orientaux, parce que chrétiens d'Orient est une notion géopolitique datant de la moitié du XIXe siècle. C'est en France que ces chrétiens qui habitent dans l'Empire ottoman ont été dénommés chrétiens d'Orient. C'est l'œuvre d'Orient qui, la première d'ailleurs, a démocratisé cette expression qui, à l'encontre, à la différence de chrétiens orientaux qui désignent tous les christianismes issus de la partie orientale de l'Empire romain, c'est-à-dire les christianismes pouvant allant jusqu'à Moscou, jusqu'en Inde, jusqu'en Éthiopie, chrétiens d'Orient désigne une problématique très spécifique des chrétiens qui ont vécu sous l'Empire ottoman et puis dans l'ère post-ottomane, dans ce qu'on appelle le Proche-Orient, ou plus précisément le Proche-Orient arabe. Donc si chrétiens orientaux est une question principalement théologique, principalement liturgique ou principalement spirituelle, la notion de chrétien d'Orient est une notion géopolitique et une notion qui est très complexe. D'ailleurs, nous sommes très nombreux à avoir un problème avec cette expression, puisque quand on dit chrétien d'Orient, on a en mémoire une instrumentalisation de ces communautés dans le but, par exemple, au XIXe siècle, de démanteler l'Empire ottoman. Instrumentalisation par les grandes puissances de l'époque. La France, la Russie, la Grande-Bretagne, l'Empire austro-hongrois, j'en passe et des meilleurs. Donc, mon premier point, c'est un point d'analyse géopolitique. Tigran a évoqué tout à l'heure la question des paradigmes. Et je considère que depuis la moitié du XIXe siècle, depuis cette célèbre question d'Orient, qui est celle du démantèlement de l'Empire ottoman, je crois que nous avons vécu jusque-là 2 paradigmes de la présence des chrétiens d'Orient. Le premier paradigme, c'est le paradigme de la protection. Chaque grande puissance s'est constituée en protectrice d'une communauté chrétienne en Orient. La France, les Maronites, éventuellement les Arméniens, la Russie, les orthodoxes, les Austro-Hongrois, les Grecs melkites catholiques, les Anglais, les communautés protestantes, mais tiens, au passage, les Druzes. Et la prétention de la protection de ces communautés avait principalement comme but d'asseoir l'influence de ces grandes puissances au sein de l'Empire ottoman, un empire qu'ils s'apprêtaient à démanteler et qu'ils démantelèrent à la fin de la Première Guerre mondiale. Nous connaissons tous les accords de Sykes-Picot et tout ce qui déboucha sur la création de ce Proche-Orient que nous connaissons actuellement. Très malheureusement, ce paradigme et cette idée de la protection a très mal fini. La liste est très longue des conséquences pour les chrétiens de cette sudite protection, le génocide arménien, le génocide assyro-chaldéen, la famine du mont Liban qui est aussi un génocide, tous les événements avec les Grecs pontiques que beaucoup désignent comme génocide, ça fait partie des conséquences de cette protection. Et il n'est pas étonnant que bien des penseurs aujourd'hui disent « s'il vous plaît, plus de logique de protection à ceux qui croient et qui s'illusionnent encore qu'un Occident ou même un Orient
un Est, pourrait protéger les chrétiens. Nous ne voulons plus de cette logique, d'où cette militance pour la citoyenneté. Le deuxième paradigme que Tigran aussi a évoqué bien rapidement, c'est le paradigme de l'intégration. Au XXe siècle, et même jusqu'au début du XXe siècle, les chrétiens d'Orient, dans tous les pays où ils sont, ont fait montre d'intégration de différentes manières, parfois contradictoires. Certains ont considéré que l'intégration se faisait par l'appui de la cause palestinienne, d'autres par la création du Liban, un troisième groupe à travers la militance dans des partis d'obédience nationaliste arabe, comme par exemple le parti Ba'ath. D'autres y se sont intégrés en ayant une action sociale, en militant pour la citoyenneté, en étant dans des partis de gauche ou de droite ou de centre. Peu importe, je ne rentre pas dans le débat politique. Mais je dis que pendant un siècle presque, les chrétiens ont tout fait pour montrer que ce pays ou ces pays où ils sont les leurs, qui sont des citoyens originaux, et qu'avec leurs partenaires, principalement musulmans, ils veulent regarder l'avenir et créer une cité commune où, dans le cadre d'une citoyenneté, ils peuvent chacun, comme le dit Tigran, selon leurs nuances, apporter une richesse et un avenir. Et très malheureusement, ce paradigme de l'intégration a touché à ses limites. Nous nous retrouvons aujourd'hui face à des contextes détruits, à des contextes effondrés, à des contextes qui peinent à regarder l'avenir. Et quand je pense à ces contextes, je puis évoquer une bonne partie des pays du Proche-Orient. Je pense au Liban, je pense à la Syrie, je pense à l'Irak, je pense à la Terre Sainte. Et je n'oublie pas que même si aujourd'hui il y a une certaine stabilité en Égypte, la situation demeure fragile et tributaire des évolutions politiques et des changements qu'il peut y avoir dans ce pays. Et si on considère qu'en Jordanie, les choses se passent peu ou prou bien, la situation politique en Jordanie reste une situation fragile. Nous regardons parfois avec inquiétude ce qu'il se passe ces dernières années en Jordanie. Je considère que le paradigme de l'intégration, donc un paradigme pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, ce terme barbare universitaire, un paradigme c'est une vision des choses et un contexte qui a ses propres paramètres bien précis. Aujourd'hui, nous sommes face à un paradigme nouveau, un paradigme dont la forme et le contour ne sont pas encore définis et clairs pour tout le monde. Mais nous savons que dans ce nouveau paradigme où nous sommes, concernant les chrétiens d'Orient, premièrement, donc par rapport à ce qui a précédé, premièrement sur le plan de la démographie, ils n'ont plus le poids qu'ils avaient il y a un siècle, et cela a un rôle important sur le plan de la géopolitique, d'autant plus que nous avons des régimes dans le Proche-Orient qui permettent aux chrétiens d'être représentés selon leur poids démographique. Par exemple, le régime confessionnel au Liban. Deuxièmement, sur le plan de la politique, les chrétiens n'ont plus le poids et l'influence qu'ils avaient. Leur dernière participation de taille en Syrie, c'était dans les années 50 avec le Premier ministre Khouri. Leur influence au Liban depuis les accords de Taïf, même avant, même depuis les accords du Caire en 69, n'est plus ce qu'elle était. Les chrétiens ne jouissent pas du même poids. En Égypte, surtout depuis la révolution de Nasser, les nationalisations, le nasserisme et puis l'islamisme, les chrétiens qui avaient pendant un siècle joué un rôle clé pour la citoyenneté, ne jouent plus le rôle qu'ils jouaient sur le plan de la politique. Je ne vais pas continuer mon tour de table parce qu'il sera déprimant. Troisième élément dont il faut tenir compte, c'est leur influence culturelle. Et c'est leur spécialité en Orient. L'éducation, les écoles, les universités, le débat, la pensée, la réflexion, la citoyenneté, les droits de l'homme, les États modernes. Sur tout ce plan, leur influence aussi s'estompe. On peut voir plusieurs éléments. L'agonie du système éducationnel au Liban en est un témoin. Les problèmes qu'il y a eu dans les réseaux d'éducation en Syrie et en Irak aussi montrent que sur ce plan, les chrétiens souffrent du témoignage et de la contribution civilisationnelle. Donc, pour ce troisième paradigme, connaissez de comprendre, parce qu'il est toujours en train de se faire, sur le plan de la démographie, du pouvoir politique et de l'influence culturelle,
il y a un affaiblissement évident. Et d'un autre point de vue, il y a toute la reconfiguration de la région. La région que nous avons actuellement n'a quasiment rien à voir avec ce qu'il y avait il y a un demi-siècle, avec les différents accords de paix qu'il y a eu avec Israël, que ce soit les accords de paix de l'Égypte ou de la Jordanie, avec les accords d'Abraham, avec la guerre syrienne, avec la guerre en Irak, avec l'effondrement du Liban. Nous sommes dans une configuration mondiale, et bien sûr avec l'influence grandissante de l'Iran, nous sommes dans une reconfiguration de la région qui fait que tous les paramètres sont bousculés. Ainsi, faudrait-il se poser de nouvelles questions par rapport à l'avenir des chrétiens d'Orient. Donc voilà, c'était mon premier point, qui est quand même un point de taille, parce que s'il est question de penser l'avenir des chrétiens d'Orient, on ne peut plus reprendre tous les slogans et tous les discours qu'on a sortis pendant des décennies, pendant un siècle. Et ces discours sont magnifiques et j'y adhère sur la rencontre, le message, la convivialité, l'avenir ensemble, le commun. Bien sûr que nous tenons à ces principes, mais la réalité du terrain aujourd'hui nous accule à une réflexion beaucoup plus nuancée, beaucoup plus pertinente et qui tienne surtout compte des nouveaux paramètres et surtout de grâce qui nous invite à mettre de côté une langue de bois qui malheureusement sonne comme une cacophonie aujourd'hui dans nos oreilles. Deuxième élément de mon intervention, je voudrais parler de la place de la théologie. Et Tigran me fait l'honneur d'évoquer mon ouvrage et ma thèse d'ailleurs de théologie contextuelle arabe dans son modèle libanais. Et ce deuxième volet concerne principalement les églises. Certes, les églises sont appelées à avoir des cellules de crise et de réfléchir la situation d'un point de vue géopolitique. Elles ne peuvent pas faire l'économie d'une telle exigence et d'une telle tâche. Néanmoins, les églises se doivent intérieurement à réfléchir autour d'une théologie contextuelle. Qu'est-ce qu'une théologie contextuelle? Une théologie contextuelle, c'est une réflexion théologique qui se construit à partir des éléments du contexte. On ne peut plus, si nous parlons de notre foi, ne parler que de Saint Grégoire l'Illuminateur, que de Saint Éphrem, que de Saint Basile de Césarée. Notre héritage est très cher et fondateur pour nous, mais aujourd'hui nous avons des problématiques qui nous sont propres et qu'il faut réfléchir d'un point de vue théologique. Les églises sont appelées à donner des réponses significatives à leurs ouailles pour les aider à concevoir l'avenir. Il y a 4 champs fondamentaux de la théologie contextuelle. Et toutes les églises en Orient sont appelées à réfléchir sérieusement ces questions, à l'écart de toute idéologie, à l'écart de tout partisanisme, à l'égard de tout discours populiste. Et ces 4 champs sont les suivants. Le premier champ, c'est le champ de dialogue interreligieux. Bien sûr, le domaine par excellence de ce champ interreligieux, c'est le dialogue islamo-chrétien. Mais même si à l'avenir, un temps viendra où il faudra envisager un dialogue entre tout le monde et avec tout le monde. Parce qu'une paix ne peut pas être construite sans que tout le monde ne puisse dialoguer. Mais je crois que nous sommes très loin de cette réalité pour le moment. Mais du moins, la théologie contextuelle a réfléchi la question de l'islam. Et il ne faut plus se suffire de dire « oui, nous et les musulmans, nous sommes frères, nous avons une bonne expérience », enfin, entre autres, bien sûr. Non, 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 il faut que cette réflexion touche aux questions fondamentales. Et nombre de théologiens et de philosophes ont pensé à cette question d'un point de vue fondamental. Qui est le musulman? Comment le concevoir d'un point de vue théologique? Qu'en est-il de la question du salut chez lui? Comment le dialogue social, théologique et sociologique, historique peut déboucher sur une action commune fondée sur une vision apaisée qui mette de côté des lectures du passé, considérant par exemple l'autre comme étant inférieur? Et je ne parle pas seulement des musulmans, je parle des chrétiens. Donc c'est le premier volet d'une théologie contextuelle. Le deuxième volet est le volet de la réforme des églises, de l'œcuménisme. Combien de communautés ecclésiales ou d'églises existent en Orient, mais combien d'églises collaborent ensemble, parlent ensemble, dialoguent ensemble, se rapprochent les unes des autres? Certaines le font, d'autres ne le font pas. Et ces églises n'ont pas le choix.
soit elles trouvent une solution toutes ensemble, soit chacune vieillira, et certaines sont déjà vieilles, soit chacune mourra dans son coin, disparaîtra dans son coin. Ces églises, pour pouvoir mener ce dialogue et chercher cette unité, doivent entreprendre ce chantier de la réforme, doivent renouveler leur discours, doivent penser sérieusement aux éléments leur permettant d'être des églises vivantes. Je n'aime pas du tout la situation dans laquelle les églises se retrouvent actuellement, c'est-à-dire elles sont dans une posture de défense. On veut défendre nos droits, on veut défendre notre présence, alors que nous ne sommes pas là pour nous renfermer et nous défendre, mais nous sommes là, les églises sont là pour s'ouvrir et pour contribuer à créer de nouveaux espaces. Le troisième élément de la théologie contextuelle, c'est la théologie politique. Et il ne faut pas avoir peur de se poser des questions qui fâchent, des questions qui ont trait au confessionnalisme, à la laïcité, à la citoyenneté, à la cause palestinienne, aux différentes idéologies qui existent en Orient, le nationalisme arabe, le sionisme ou n'importe quelle autre grande lignée de pensée qui se décline en différentes idéologies. Il faut se poser ces questions. Mais je parle d'une réflexion théologique et nombre de théologiens ont donné des réponses théologiques à ces questions. Que dit l'Évangile par rapport à ces questions que je vous évoque? Que dit l'Évangile par rapport à la politique et à la religion, à l'injustice que subit le peuple palestinien, à